Ok, alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce cours du mercredi. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour le cours d'aujourd'hui, on parle d'un sujet qui va être dans le fond de l'enrichissement. C'est la crise économique de 2008-2009. C'est un sujet qui est éminemment complexe, mais je vais essayer de vous le simplifier au meilleur de mes capacités et de voir dans le fond les répercussions que ça a eu, peut-être même jusqu'à ce jour, et peut-être aussi les occasions ratées qu'il y a eu en lien avec la crise de 2008-2009. Alors, avant de commencer, je vais vous faire une référence pour en apprendre davantage. Cette fois-ci, c'est pas un documentaire, c'est un film de fiction. Et je vous dis tout de suite, il y a quand même 4 grands acteurs là-dedans. Il y a Steve Carell, Ryan Gosling, Christian Bale et Brad Pitt. Et ils sont tous plus laids les uns que les autres là-dedans. Donc c'est pratiquement les sex symboles, mais qui dans le fond là-dedans jouent des rôles où ils sont pas mis en valeur du tout. Mais c'est un excellent film. Vraiment, là, si vous voulez comprendre la crise de 2008-2009, regardez The Big Short. Donc ça s'écrit comme ça, The Big Short. Vraiment, c'est un excellent film là-dessus. Alors, qu'est-ce qui a causé la crise de 2008-2009? On peut presque remonter jusqu'au 11 septembre 2001. Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? Première des choses, George W. Bush, pour encourager les Américains à, je vous dirais, relancer l'économie ou s'assurer du moins que l'économie ne soit pas trop affectée par ces attaques terroristes-là. Il a dit, la meilleure réponse que les Américains peuvent faire, le meilleur geste patriotique qu'ils peuvent faire, c'est de continuer à consommer. Donc, acheter des produits, aller dans les centres d'achat, changez rien à votre rythme de vie. Au contraire, dans le fond, dépensez davantage et c'est de la façon dont on va s'assurer que les Américains ne soient pas vaincus par le terrorisme et que leur économie n'en soit pas trop affectée. Au-delà de ça, dans les années qui ont suivi, on a de plus en plus également encouragé les Américains à avoir accès à la propriété. Il y avait même des programmes gouvernementaux pour aider davantage les gens à avoir accès à la propriété. Et on disait aux banques également qu'on souhaitait qu'elles ne refusent pas de financement pour que les gens aient une hypothèque et puissent acheter des maisons. Ça a eu comme impact une immense bulle immobilière, donc le prix de l'immobilier est allé à la hausse, sauf que l'endettement allait également à la hausse, l'endettement des ménages, et l'autre chose, c'est que beaucoup de gens se sont retrouvés avec des maisons, des propriétés, alors que leur situation financière n'aurait pas dû leur permettre d'avoir accès à la propriété. Donc, si vous faites un très maigre salaire, si votre ménage, donc les deux personnes qui travaillent, disons, n'ont que, je ne sais pas moi, 50 000 annuels, ça n'avait pas beaucoup de sens que vous ayez une maison qui vaut, je ne sais pas moi, 400 000 Alors, c'était des prêts qui étaient très, très, très risqués. Et en plus de ça, Wall Street s'est mis également à créer, dans le fond, des espèces de bundles, là, des espèces de produits financiers qu'on appelait les subprimes. C'était essentiellement des produits qui étaient extrêmement risqués, mais qui étaient cotés triple A comme si c'était des produits de très très grande sécurité financière. Encore là, je fais ça court, je fais ça simple, c'est plus compliqué que ça, mais encore une fois, si vous voulez en savoir davantage, le film The Big Short. Que se passe-t-il en 2008? En 2008, c'est comme si la musique s'arrêtait. Les grandes institutions commencent à être extrêmement à risque, à découvert dans le fond de défaut de paiement. Et là, vraiment, on est en période de récession, l'économie se contracte. Et c'est là, dans le fond, qu'il va y avoir des répercussions sur tout le système financier. On peut parler de Lehman Brothers, qui est une grande banque, dans le fond, américaine. On peut parler de Bear Stearns. On peut parler de Fannie Mae et Freddie Mac, qui sont aussi, dans le fond, des institutions de très, très grande taille qui vont carrément se retrouver au bord de la banqueroute, carrément. Il va y avoir quelque chose. Laissez-moi remonter un petit peu auparavant. La raison pour laquelle ils ont été à ce point, dans le fond, exposés et à ce point à risque, c'est notamment parce que durant les années Bush, et on pourrait même remonter avant ça, il y a eu une très grande déréglementation de ces institutions-là, une déréglementation financière. On en a parlé un peu lorsqu'on traitait de la crise des années 30,
à quel point, dans le fond, des banques étaient à la fois dans des services financiers pour les particuliers, mais également dans la spéculation boursière, et à quel point, dans le fond, ça faisait en sorte qu'ils étaient extrêmement vulnérables et exposés aux risques. Ben, c'est un peu ce qui va se produire. Alors là, vous allez dire, ben, mon Dieu, ils n'ont pas suivi le cours de M. Nandel ou ils n'ont pas appris les leçons du passé. Mais il y avait des incitatifs à la déréglementation. Ça a fait en sorte qu'il y a eu des années de prospérité, il y a eu des années, dans le fond, de grande croissance. Mais, effectivement, ça faisait en sorte que tout le système, dans le fond, exposait des failles profondes qui ont été révélées à partir de 2008-2009. Les conséquences de ça sont intéressantes. Ce qui va se passer dans un premier temps, c'est que la crise, dans le fond, le gouvernement américain n'aura pas le choix que de débloquer, je pense qu'à l'origine, pour commencer, c'était 800 milliards de dollars qu'ils vont débloquer pour venir à la rescousse du système financier. Ça, c'est George W. Bush lui-même qui l'a fait. Et franchement, qu'un républicain, dans le fond, débloque 800 milliards pour aider le système financier, ça démontre à quel point il y avait une grande problématique et c'est presque un aveu d'échec qu'ils aient été obligés de faire ça. C'est une page tout droit sortie, dans le fond, du New Deal, tout droit sortie, dans le fond, du keynésianisme, que d'aider, dans le fond, le système financier à même les fonds publics, et c'était carrément pour stabiliser le système. Ça se passe dans les dernières semaines, les derniers mois du gouvernement Bush, et ça va mener aussi à l'élection de Barack Obama, qui arrive à critiquer de façon très apte le gouvernement de M. Bush sur deux principaux domaines. Un, le fiasco total qui est devenu la guerre en Irak. Deux, la crise économique qui est très profonde, qui est très sévère. Et, dans le fond, son style également, c'est-à-dire très charismatique, très mobilisateur, qui incarne à nouveau un espoir américain, ça va l'aider beaucoup à gagner l'élection. Moi, je me rappelle, lorsque Barack Obama a été élu, dans mon esprit à moi, c'est comme si le meilleur des présidents américains succédait au pire. Depuis ce temps-là, Trump a été élu, donc ça a comme fait pire, meilleur, pire, mais bon, ça c'est mon opinion personnelle. Alors, ce qui va se produire avec Barack Obama, c'est qu'il n'a pas le choix de voler à la rescousse, dans le fond, des banques, de voler à la rescousse, dans le fond, notamment des compagnies de fabrication automobile. General Motors va avoir un immense plan de sauvetage parce que, dans le fond, ces voitures trouvent de moins en moins preneurs. La compagnie est très endettée et c'est un fleuron, dans le fond, de l'économie et de l'industrie américaine. Et le running gag à ce moment-là, c'est qu'on dit que General Motors est pratiquement devenu Government Motors parce que vraiment, le Trésor américain a dû faire un plan de sauvetage pour cette compagnie-là. Beaucoup d'Américains vont critiquer le fait qu'on a sauvé les grandes institutions financières américaines, on a sauvé les Bear Stearns, on a sauvé tout ça, mais on n'a pas sauvé, dans le fond, les petites entreprises américaines. Les commerces, dans le fond, qu'on appelle les PME, les commerces qui appartiennent à une entreprise, dans le fond, qui est gérée comme une entreprise familiale. Alors, le discours va beaucoup être axé sur Wall Street versus Main Street. Pourquoi est-ce qu'on a autant aidé, dans le fond, les grandes banques américaines, les grandes institutions américaines? Pourquoi est-ce qu'on a autant aidé le domaine de la bourse, le domaine financier? Pourquoi est-ce qu'on a autant aidé Wall Street, mais qu'on a laissé tomber les commerces de la rue principale, les commerces, justement, qui sont les entreprises familiales? Alors ça va être une des grandes critiques qui va avoir lieu en 2009, 2010 et au-delà. Il va y avoir un mouvement qui va émerger de ça qui prend deux formes d'une certaine manière, deux slogans de ralliement si vous voulez. Occupy Wall Street, donc on va physiquement aller devant la place de la bourse, on va physiquement être dans les parcs autour du secteur financier de Wall Street pour protester contre cette déréglementation-là, protester contre des façons de faire qui ont mené énormément d'Américains dans davantage d'insécurité économique. Beaucoup d'entre eux ont perdu leur emploi. Beaucoup d'entre eux sont aux prises avec des hypothèques qui sont beaucoup trop élevées, alors même que la valeur de leur maison a chuté. Donc, c'est vraiment des situations qui sont très désagréables et Occupy Wall Street va, dans le fond, être un mouvement de protestation vis-à-vis de ça. Dernière chose, on va de plus en plus avoir comme cri de ralliement également
le 1% contre le 99%. On parle dans le fond des gens qui font un salaire pratiquement de 2 millions et au-delà annuel, donc qui font partie du 1% le plus fortuné des États-Unis, alors que 99% des Américains n'ont pas vu vraiment son niveau de vie augmenter ou son salaire ajusté dans le fond à l'inflation augmenter depuis pratiquement les années 70. Donc, on critique le système de plus en plus en disant, ben, écoutez, c'est un système qui ne fonctionne pas pour 99% des gens, alors que le 1%, lui, devient de plus en plus riche, chiffre à l'appui. Vraiment, ce sont eux qui se sont enrichis beaucoup, alors que le 99% vraiment voit son niveau de vie stagner. Ça va être intéressant parce que dans le pays du capitalisme à tout crin, dans le pays, dans le fond, du capitalisme qui est érigé comme un modèle suprême, pour la première fois depuis très longtemps, on commence à critiquer les inégalités économiques. Et même Barack Obama va en parler de plus en plus. Est-ce que ça va tout régler? Non. On est rendu à l'ère Trump et on parle encore de demander le 15$ de l'heure pour des travailleurs, disons, au bas des échelons économiques, là, notamment dans l'industrie de la restauration rapide ou des choses comme ça. Donc, Barack Obama a eu le mérite d'amener ça à l'avant-scène, de parler d'inégalité économique, ce qui s'était pas fait pratiquement depuis au moins 30 ans. Ça n'avait pas été un sujet depuis au moins Jimmy Carter. Donc, ça, c'est assez intéressant. Mais est-ce que ça a tout réglé? Non. Écoutez, j'espère que vous avez appris certaines choses. N'hésitez pas si vous avez des questions également, je peux vous y répondre d'ici à vendredi. Et je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, il fait très chaud aujourd'hui. Arrangez-vous pour boire beaucoup d'eau et pas rester trop longtemps exposé au soleil. Au revoir, passez une bonne journée.